mais je vous laisse écouter, c'est son premier discours depuis sa réélection. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci Stanislas. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci à tous. Bonjour à tous. Maintenant que nous avons pu rattraper un peu le sommeil, il est temps de nous remettre au travail. Il y a du pain sur la planche. Comme je l'ai dit mardi soir, le peuple américain a voté pour de l'action, pas pour la continuation des emplois. Et dans cet esprit, j'ai invité les leaders des deux partis de nous retrouver la semaine prochaine pour qu'on puisse bâtir un consensus qui nous permettra de résoudre les problèmes ensemble. J'ai l'intention de consulter tous les leaders syndicaux des entreprises pour avoir leurs idées. À une époque où notre économie se remet d'une dure récession, notre priorité doit être la création d'emplois. Et ça, c'est le point principal de mon plan dont j'ai parlé pendant la campagne. C'est un plan qui va soutenir les créateurs d'emplois aux États-Unis, les PME et les industries. Donner la chance aux personnels des ressources humaines de se former, d'avoir l'éducation. Un plan de faire en sorte que les pays soient en technologie. Maman va te souffrir, pas respirer là-bas, va manger là-bas. Allez, vous en avez mis ça, mon bien, voilà, là, mets-toi debout. Vas-y. Et c'est un plan pour réduire notre déficit budgétaire de manière équilibrée et responsable. Notre travail est d'autant plus urgent que d'ici la fin de l'année, nous allons être confrontés à une série d'échéances qui vont nous obliger à prendre des décisions importantes et des décisions qui auront un impact énorme sur notre économie aujourd'hui et à l'avenir. L'année dernière, j'ai travaillé avec les démocrates et les républicains pour... j'ai l'intention de travailler avec les deux partis pour faire plus, faire des réformes qui vont réduire les coûts de la santé pour renforcer les programmes comme Medicaid et Medicare. Mais comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas simplement réduire nos dépenses pour arriver à plus de prospérité. Pour réduire le déficit, il faut associer des réductions de dépenses avec des augmentations de revenus. Il faut que les Américains les plus riches acceptent de payer plus d'impôts. C'est de cette façon-là que nous avons réussi C'est de cette façon-là que nous avons réussi dans les années 1990 quand Bill Clinton était le président. Il s'agit de réduire le déficit tout en faisant les investissements dont on a besoin pour renforcer l'économie. C'est la seule voie. Nous pouvons encore... il faut qu'on forme nos travailleurs. Il faut que les bons emplois n'aillent pas dans des pays comme la Chine. J'ai déjà proposé un plan détaillé qui va nous permettre de faire des investissements tout en réduisant notre déficit de 4 000 milliards de dollars. Nous allons étudier tout dans le détail, notre plan. Je suis ouvert au compromis, je suis ouvert à des idées nouvelles qui permettront de résoudre nos problèmes budgétaires. Mais je refuse d'accepter toute approche qui n'est pas équilibrée. Je ne vais pas demander aux étudiants et à la classe moyenne et aux retraités de payer pour le déficit. Il s'agit de faire payer plus à ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an. Ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an devront payer plus d'impôts. Et je veux dire que ça a été un des grands thèmes des élections. Nous avons eu de nombreux débats. Et mardi soir, nous avons découvert que la majorité des Américains approuvent mon approche, y compris les démocrates, les indépendants et de nombreux républicains, ainsi que les économistes indépendants et des experts en fiscalité. Réduire le déficit
déficit par une approche équilibrée. Notre boulot maintenant, c'est de faire en sorte que la majorité au Congrès reflète la volonté du peuple américain. J'y crois. J'ai été encouragé les paroles du speaker Bonner qui disait qu'il faut revoir la réforme fiscale. Je serai content de connaître ses idées quand je le rencontre la semaine dernière. Je voudrais dire une dernière chose que tout Américain doit entendre. Si le Congrès n'arrive pas à parvenir à un accord d'ici à la fin de l'année sur le déficit du budget, tout le monde paiera plus d'impôts à partir du 1er janvier 2013. Tout le monde, y compris les 98% d'Américains qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Cela sera mauvais pour l'économie et cela touchera les familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Heureusement, nous ne devrions pas avoir de longues négociations pour résoudre ce problème-là. Il y aura peut-être des accords sur l'augmentation des impôts pour ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an. Personne, ni les républicains, ni les démocrates, ne veulent que les impôts soient alourdis pour ceux qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Et nous négocions un package de réduction de déficit. Il faut renouveler, il faut étendre les réductions d'impôts pour les classes moyennes. Il faut les poursuivre. Dès maintenant, cette mesure à elle seule va permettre à des millions d'Américains, à 98% des Américains, 97% des PME, la certitude dont ils ont besoin pour aborder la nouvelle année. Cela va permettre de réduire beaucoup l'incertitude économique et de créer plus d'emplois et l'accélération de la croissance. Les entreprises verront que les consommateurs ne vont pas payer plus d'impôts. Les PME ne vont pas voir leurs charges alourdies et l'incertitude va diminuer, va disparaître. En fait, le Sénat a déjà voté un projet de loi qui fait exactement ça. Maintenant, nous attendons la même chose de la part de la Chambre des représentants. J'ai un stylo pour signer ce projet de loi pour qu'il devienne une loi. Je vais le faire. Le peuple américain comprend que nous aurons des désaccords, bien sûr, dans les mois à venir, mais mardi, le peuple américain a dit clairement qu'ils ne toléreront pas le dysfonctionnement. Ils ne toléreront pas les hommes politiques qui n'acceptent pas de faire des compromis, alors que tant d'Américains sont sans emploi, beaucoup de familles et beaucoup de PME sont en difficulté. Le peuple américain veut la coopération, un consensus, il recherche du bon sens et surtout de l'action. Et j'ai l'intention de réaliser ça pendant mon deuxième mandat. Et j'espère trouver des associés, des partenaires dans les deux parties. Mettons-nous au travail. Merci. Ça y est, le président Barack Obama s'est exprimé, un discours d'à peine 10 minutes. On va en parler avec vous, Myriam Mascarello, vous êtes notre spécialiste des questions économiques. Alors, on l'a vu, il a insisté, Barack Obama, dès le début, il faut que les États-Unis se remettent au travail. Et il a surtout insisté sur ce fameux mur budgétaire. Il veut trouver un compromis parce que ça presse d'ici la fin de l'année, sinon ça va être compliqué. Et c'est un discours très offensif qu'a fait Barack Obama. Il parle effectivement d'un compromis qui est absolument nécessaire au Congrès, puisque ces questions fiscales se règlent par la loi aux États-Unis, par un vote du Congrès, et qu'il faut effectivement que républicains et démocrates s'entendent. Alors il appelle au compromis, et en même temps, il a l'air très clair sur ses positions. Il maintient son cap, c'est-à-dire il y aura des augmentations d'impôts pour les plus riches aux États-Unis. C'est ça ce qui sépare le plus Barack Obama de son opposition républicaine. Plus de 250 $, par an. Il a été extrêmement clair, il l'a déjà dit, en fait, tout ça a été connu, mais il le répète et il dit voilà, les plus riches seront imposés plus, et ces plus riches effectivement sont ceux qui gagnent 250 000 $ par an au moins, c'est-à-dire à peu près 196 000 € par an. Il y aura effectivement des augmentations d'impôts si l'on veut ne pas tomber dans la falaise fiscale, qui est donc en fait le fait que
la dette publique aux États-Unis est fixée par la loi, qu'au-delà d'un certain plafond, l'État fédéral est paralysé et qu'il faut absolument faire des coupes dans les dépenses et éventuellement augmenter les recettes pour pouvoir respecter donc, ce plafond de la dette, sous peine de voir la loi votée en août 2011 s'appliquer et que ces coupes soient aveugles. Si ces coupes sont aveugles, ça veut dire 600 milliards de dollars de coupes de l'économie. On retire le plan d'austérité suivi de 600 milliards, c'est 5% de la richesse nationale américaine et ça va briser littéralement les reins de la croissance. Or, l'objectif de Barack Obama, c'est l'emploi, c'est la croissance aux États-Unis. Donc, il maintient son cap, encore une fois, d'augmentation des taxes, alors que justement, la fracture, c'est sur l'augmentation au niveau des impôts. Les républicains ne veulent pas en entendre parler. Le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, l'a encore dit ce soir, juste avant que Barack Obama ne s'exprime. Il veut bien retoiletter la loi fiscale, il veut bien raboter un certain nombre de niches fiscales, une thématique qui est familière aux Français, mais il refuse, les républicains en bloc, cette augmentation des impôts. Donc, on prône de part et d'autre un compromis, mais pour l'instant, on voit que les positions restent quand même très éloignées. Alors, il l'a dit, et vous l'avez dit aussi, Barack Obama l'a dit, il insiste, il faut remettre les gens au travail, cet emploi, justement, ce taux de chômage qu'il n'a pas réussi à faire baisser durant son premier mandat. Il a bon espoir, en tout cas, il montre qu'il est confiant et qu'il espère en tout cas réussir à faire bouger les choses pendant ce second mandat. Alors le taux de chômage, il a beaucoup monté et puis il a rebaissé, mais on se retrouve effectivement au niveau du début du premier mandat de Barack Obama, c'est-à-dire actuellement à 7,9% pour ce qui est du taux de chômage aux États-Unis. Donc effectivement, il a pu rassurer Barack Obama en disant oui, il y aura augmentation des taxes pour les plus riches, mais ceux qui créent de l'emploi, les chefs d'entreprise, notamment des PME, eux ne seront pas taxés. Et puis, les ressources publiques vont servir à supporter l'activité économique, que ce soit en favorisant l'investissement dans les technologies, dans les énergies vertes, afin d'assurer la compétitivité, là encore un thème bien connu des Français, des États-Unis, de sortir par le haut, d'apporter des produits compétitifs par leur qualité, donc d'amener aussi aux Américains des emplois bien payés. Il dit que les emplois bien payés ne doivent pas partir, par exemple en Chine, qui est un peu l'épouvantail économique en ce moment aux États-Unis. Donc effectivement, faire en sorte, aider par exemple aussi à travers des politiques sectorielles, on l'a vu dans l'automobile, Barack Obama s'est engagé. Il a parlé des énergies propres, qui voulait être leader en technologie. Ça c'est pour l'avenir. Pour le passé récent, il a par exemple contribué à redresser la filière automobile, qui représente des milliers et des millions d'emplois aux États-Unis. Donc tout ça, effectivement, va de pair, mais il va falloir effectivement que cette falaise fiscale, le fiscal cliff, comme on dit outre-Atlantique, soit résolue, qu'il y ait effectivement un vote de compromis, parce qu'on sait que les démocrates n'ont pas la majorité à la Chambre des représentants, il va falloir trouver un compromis, mais encore une fois, ce soir, on ne voit pas encore sur quel point ces compromis vont pouvoir exister, puisque pour le moment, républicains répètent, pas question d'augmenter massivement les impôts des plus riches, peut-être raboter quelques niches fiscales, mais pas plus. Et du côté démocrate, on dit la classe moyenne doit être protégée, les PME doivent être protégés, ce sont les Américains les plus favorisés qui doivent, pour ce qui est de l'augmentation d'impôts, participer. Pour le reste, il y aura aussi évidemment baisse des dépenses publiques, coupe dans les dépenses publiques, puisque Barack Obama a fixé pour objectif de réduire l'endettement de 4 000 milliards de dollars en 10 ans. Merci beaucoup Myriam pour ces explications. Direction tout de suite Washington. Nous retrouvons notre correspondant Stanislas qui a suivi ce premier discours de Barack Obama depuis sa réélection. Alors Stanislas, dans ce premier discours, Barack Obama s'est montré